Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis l'animateur de cette émission. C'est la 19e web radio depuis qu'on a commencé ça au début de la crise du coronavirus. Et aujourd'hui, bon, retour de vacances, 3 semaines bien méritées pour tout le monde. En fait, pour moi, peut-être pas pour vous. Vous avez peut-être pris vos vacances plus tôt, vous allez les prendre plus tard, mais bien content de vous retrouver. Très heureux de vous revoir. C'est parti. On continue, on recommence. L'émission d'aujourd'hui traite de la location de type hôtelière, pour ne pas dire Airbnb. Évidemment, je ne cherche pas à faire de la publicité pour Airbnb parce qu'il y a d'autres plateformes de partage aussi qui font de la location de ce genre. Il n'y a pas que Airbnb, il y a HomeAway, par exemple. Pour ne nommer celle-là, il y en a d'autres aussi, d'autres plateformes. Donc, des plateformes de partage. Mais la location de type Airbnb ne plaît pas à tout le monde, là, loin de là. Pour plusieurs copropriétaires, elle trouble leur quiétude et sème l'inquiétude. Voir des étrangers débarquer quotidiennement dans un immeuble peut être préoccupant, surtout si les locataires temporaires dont il est question font du bruit, utilisent les parties communes et privatives à mauvais escient et ne respectent pas le règlement de l'immeuble prévu dans la déclaration de copropriété. Cela dit, certaines déclarations de copropriété permettent ces locations à court terme de type hôtelière, moyennant certaines règles de base à respecter. Première chose, tout copropriétaire, sans exception, doit se soumettre à la loi sur les établissements d'hébergement touristique et son règlement d'application. C'est straight, mais c'est ça. Hein? On n'a pas le choix. Tout le monde doit passer par là, sinon il peut y avoir des amendes assez salées. Il devra aussi, tout propriétaire qui veut faire de la location de type hôtelière devra aussi veiller à ne pas contrevenir à la réglementation municipale d'urbanisme relative aux usages. Certaines municipalités ont adopté des règlements qui restreignent ou interdisent la location de type hôtelière. Cependant, la plupart des arrondissements montréalais, qui se trouvent dans les quartiers centraux, permettent cette activité, laquelle est toutefois autorisée dans les résidences situées en zone commerciale. Par ailleurs, pour exploiter un établissement d'hébergement touristique, tout candidat doit être titulaire d'une attestation de classification délivrée par Tourisme Québec. Ce document a un prix, évidemment. Pour l'obtenir, il faudra en faire la demande au mandataire désigné par Tourisme Québec, et à savoir la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Cette dernière adressera un avis à la municipalité, à l'arrondissement ou à la municipalité régionale de comté concernée. Il précisera également l'usage que le copropriétaire peut faire, hein, de cette classification, en fait, ce que le propriétaire compte faire de cette classification. L'organisme municipal à qui l'avis est transmis doit, dans les 45 jours, informer Tourisme Québec ou son mandataire si l'usage projeté est non conforme à la réglementation municipale. En pareil cas, la demande d'un copropriétaire sera rejetée. Pour en parler aujourd'hui, mes invités sont Maître Serge Abud, avocat Bonsoir. chez cabinet LJT. Bonsoir, Maître Abud. Et Sandra DeMarco, gestionnaire pour la compagnie. En fait, elle est fondatrice de la compagnie Gestion Les Monts, c'est bien ça, Oui, Sandra? c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Sandra. Gestion Les Monts couvre un vaste territoire de Saint-Adèle à Brossard. Parce qu'on Oui, sait que dans les Laurentides, il y a plusieurs centres de villégiature où des condos, des copropriétés ont été construites. Et dans certains cas, c'est permis, mais évidemment, tout ça doit se faire dans les règles de l'art. Euh, je rappelle que les locataires, en l'occurrence les copropriétaires qui louent leur logement à des touristes sans attestation de classification, s'exposent à une amende allant de 2 500 à 25 000 par jour pour une personne physique et de 5 000 à 50 000 par jour pour une personne morale. Un syndicat de copropriétaires, c'est une personne morale. Alors, les amendes peuvent être salées. Maître Abud, à votre connaissance, on n'a pas encore vu d'amende salée comme ça décernée. Selon vous, n'avez pas été témoin de ça encore. À ma connaissance, non. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien sûr, puisque dans ce cas-ci, il s'agit de recours de nature pénale. Donc, nous, puisque nous pratiquons en droit civil, on n'a pas nécessairement, on n'intervient pas nécessairement à ce niveau-là, bien que ce ne soit pas impossible non plus. Mais je n'en ai pas connaissance personnellement, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ça n'existe pas. Mais ces amendes, Maître Abud, il faut les prendre au sérieux, ce n'est pas de la blague. Là. Si les gens Absolument. se 5 000 à 50 000, là, on n'y plus. Là.
Voilà. Bon, c'est comme ne pas faire la quarantaine de 14 jours, passible d'une amende de 750 000 allant jusqu'à 750 000 et de 6 mois de prison, si je me rappelle bien. Bon. Est-ce que ça vous est Alors, arrivé? comment? Est-ce que ça vous est arrivé? Non, moi, j'ai. Non, moi, les voyages ces temps-ci, non, ça ne m'arrive pas. Je suis OK. très, très craintif. En fait, je suis comme bien des gens, je ne souhaite pas attraper le coronavirus parce que ça peut être vraiment terrible, hein. On Oui. Oui, dépendamment peut, de l'individu, oui, c'est différent pour tout le monde. Oui. effectivement, effectivement. La deuxième question, c'est la suivante. Maître Abud, elle s'adresse à vous, la deuxième question. Oui. Est-ce que la plupart des déclarations de copropriété, notamment dans la région de Montréal, interdisent la location de type hôtelière, Airbnb, Roomaway et les autres? Est-ce que c'est généralisé à Montréal? Bien, regardez votre question. Il faudrait d'abord que votre question présume que je connais la majorité des déclarations de copropriété de la région de Montréal, ce qui n'est pas le cas. Je peux vous dire que pour la grande majorité des syndicats avec lesquels j'ai des contacts, ils veulent totalement interdire cela. La manière par laquelle ça s'exprime dans les déclarations généralement, c'est qu'on n'emploie pas le mot court terme. Ce que l'on dit, c'est que les locations doivent être au minimum de 12 mois. Oui. Donc, juste pour qu'on clarifie justement la location de type hôtelière court terme, combien de jours? C'est 31 jours? C'est moins de 31 jours? 31 jours et moins? 31 jours ou moins, ça c'est dans la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Mais autrement, en droit de la copropriété pure, si je puis dire, entre guillemets, il n'y a absolument aucune norme là, qui établit qu'est-ce qu'une location à court terme. Donc, c'est pour ça qu'on met un minimum dans les déclarations et c'est ça qui est applicable. Bien sûr, dans les faits, ça n'empêche pas les gens de résilier leur baux avant l'échéance. Oui. Alors, ce n'est pas nécessairement facile à appliquer. Oui, c'est donc, normalement, une déclaration dit c'est une location d'un minimum de 12 mois, donc d'un an, un bail Voilà. d'un an. Là. Sauf, évidemment, on va en parler avec Sandra Demarco, il y a des cas où c'est différent, là, dans des centres de villégiature, tout ça. Oui, et d'autant plus que dans ces cas-ci, ça n'empêche pas la cession de bail ou la sous-location. Alors, des fois, le mouvement qu'on veut empêcher, il peut se produire par la porte d'en arrière, si je puis dire. Exact. Okay. Par la bande, parce que la personne qui loue pour un bail d'un an se met à faire du Airbnb elle-même ou du... Ben, pas nécessairement, parce que dans ce cas-ci, si c'est vraiment du Airbnb, là, on a vraiment une atteinte à la destination de l'immeuble, puisqu'on fait de la villégiature, de l'exploitation hôtelière, et non pas du résidentiel. Oui. Ouais. Mais ça se voit, ça, on le voit. Enfin, moi, dans le domaine de la copropriété, j'en ai entendu parler, je l'ai lu. Il y a des locataires qui contractent un bail d'un an et qui font de la location hôtelière. Ils jouent, genre, ils louent 3, 4 appartements, 3, 4, 5 condos, 6, et ils le font partout, là. Absolument. Sandra, Absolument. vous avez été témoin de ça? Oui. Okay. Vous voyez ça souvent? Non, pas souvent. Au début, quand Airbnb est sorti, oui, c'était comme les gens disaient, bon, je vais faire de l'argent rapidement en louant, mais aussitôt que les copropriétés ont réalisé que les choses arrivaient puis que le monde se promenait dans les copropriétés, les syndicats ont arrêté cette pratique-là assez rapidement. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser des questions à nos invités. Je relayerai les questions et ils y répondront avec plaisir, dans la mesure du possible, évidemment. Sandra, donc, dans les Laurentides, là, vous avez vous gérez les copropriétés dans plusieurs municipalités, Saint-Adèle, Saint-Sauveur, et dans certains immeubles détenus en copropriété divise qui sont situés dans des centres de villégiature, la location de type hôtelière est permise. Comment ça se passe essentiellement? Bien, dans certains cas, c'est dans la déclaration de copropriété. Ça a été fait dans la déclaration que les gens peuvent louer à court terme. Alors, le style Airbnb est accepté. C'est surtout dans les endroits qui sont collés comme un centre de ski que les gens peuvent faire du Airbnb. C'est pas fréquent. La majorité des copropriétés l'ont interdit avec le 32 jours, le 4 mois, le 6 mois pour arrêter ça. Mais il y a encore quelques copropriétés qui acceptent des locations à court terme.
Maître Abud, est-ce que ça peut poser un problème si la déclaration de copropriété initiale est muette à propos de l'allocation de type hôtelière? Maintenant, il y a un nouveau règlement, là, un règlement entré en vigueur le 1er mai qui, dans ce cas précis, permet aux administrateurs d'interdire l'allocation. Et les copropriétaires doivent demander la permission au CA. Ben, en fait, c'est que le nouveau règlement dit, attendez, je vais aller vous chercher le texte Oui, exact. oui. Alors, si la personne qui exploite l'établissement est propriétaire d'une copie du titre de propriété ou du compte de taxe municipale pour cet établissement, si l'établissement est situé dans un immeuble détenu en copropriété divise, une copie des dispositions de la déclaration permettant l'exploitation de l'établissement à des fins d'hébergement touristique ou, en l'absence de telles dispositions, l'autorisation du syndicat des copropriétaires à cet effet. Donc, ça veut dire que si c'est le propriétaire qui se livre à de telles locations, il faut qu'il obtienne l'autorisation du syndicat. Jusqu'à maintenant, ça signifie, puisque le mot syndicat en soi, on ne savait pas nécessairement dire le conseil d'administration, il faudrait peut-être qu'à l'interne, dans un syndicat, on détermine comment se donne cette autorisation-là. Est-ce qu'elle se donne par l'Assemblée ou par le conseil? Alors ça, ce sera... donc oui, si c'est le propriétaire qui exploite, il faut qu'il obtienne l'autorisation du syndicat. Maintenant, la rédaction était un peu étrange, en ce sens qu'on dit que si c'est le locataire qui fait du Airbnb, il faut qu'il y ait l'autorisation du copropriétaire. Et on ne parle pas d'autorisation du syndicat ici. Alors, c'est sûr que ça va entraîner de la confusion et qu'éventuellement, il faudra peut-être faire un travail de rédaction à cet effet, parce que si, évidemment, ça veut dire que le locataire aurait plus de droits que le copropriétaire. Oui, donc, exactement. Alors, dans ce sens-ci, je suis bien sûr d'évidence que non seulement il faut l'autorisation du syndicat, mais celui du propriétaire. Les deux, c'est cumulatif dans le cas où c'est le locataire qui se livre à la location à court terme. Sandrine Demarco, est-ce que vous avez, depuis le 1er mai, observé que certains de vos clients, parmi les copropriétés que vous gérez, certains copropriétaires se sont adressés aux administrateurs parce que c'était muet dans la déclaration de copropriété? Il n'y avait rien à ce sujet? Non, pas. Avec la pandémie, on n'a pas eu de réunion, on n'a pas eu de conseil d'administration, des conseils d'administration par Zoom. Alors, non, depuis le changement de la loi, non, on n'a pas eu de... Il faut dire aussi que généralement, dans les déclarations de copropriété, il y a une disposition omnibus, si je puis dire, qui dit que tout ce qui n'est pas du pouvoir de l'Assemblée est automatiquement du pouvoir du Conseil. Alors, on pourrait en déduire que l'emploi du mot syndicat ici équivaut à celui du Conseil d'administration. Tout à fait. Dans la majorité des cas, en tout cas. Sandra Demarco, vous me disiez en pré-entrevue hier que vous avez contribué là, vous avez guidé des syndicats de copropriétaires que vous gérez en vue d'interdire la location de type Airbnb, parce que ce n'est pas toutes les copropriétés qui aiment ça. Hein? Je pense que, comme disait Maître Abud, est-ce que c'est une majorité de syndicats de copropriétaires, même dans les Laurentides, qui s'objectent à ce type d'activité? Oui, tout à fait, parce qu'on a eu des expériences où les gens louaient à Airbnb, passaient des fins de semaine, où c'était des parties de 20-30 personnes dans les piscines, dans le spa, sur la rue, faisaient le gros party et dérangeaient les copropriétaires qui vivaient là, qui s'en allaient là pour se reposer. Alors oui, on a eu des expériences par le passé de ce type de party de fin de semaine que les gens venaient dans les copropriétés. Oui, puis là, c'est un flot constant de va-et-vient, de gens qui arrivent, de gens qui repartent. Vous avez dû en avoir des commentaires qui disaient, bon, là, on arrête ça parce que ça m'insécurise, je ne suis pas à l'aise avec la situation. Tout à fait, tout à fait. On a une copropriété à Piémont on a vécu ça, qu'on avait un copropriétaire qui louait à 2 semaines à un couple qui venait de l'Allemagne, 2 semaines de la France, des gens du Japon, des parties de fin d'année. Alors oui, on avait eu ce problème et on a dû passer un règlement, je me souviens, c'était l'année passée ou l'année d'avant,
où ce qu'on a mis le 32 jours pour arrêter ce type de location. Oui, parce que c'est 31 jours et moins, donc 32 jours, évidemment, on vient de passer le seuil. Oui. On dit aussi que ça insécurise beaucoup les propriétaires qui se sentent envahis par des étrangers qui possèdent les clés d'entrée principales, qui possèdent les clés d'appartement. Au bout d'un moment, ces clés peuvent se faire dupliquer, puis on peut avoir des retombées. Exactement, c'était ça. Dans un cas, dans une copropriété à Brossard, qui est le long où il y avait un golf auparavant à Brossard, où il y avait le club de golf de Brossard, où ce qu'on avait les gens qui venaient pour les fins de semaine pour jouer des rondes de golf, et les clés se partageaient. À un moment donné, on ne savait plus qui avait des clés parce que c'était toujours des différentes personnes. Il n'y avait pas de contrôle, fait qu'on a dû changer les serrures pour s'assurer que les gens soient sécurisés parce qu'il y avait des gens qui étaient d'un certain âge et voyaient des gens rentrer puis sortir, puis c'était qui ces gens-là? Maître Abid, c'est pas très compatible, hein? Des touristes, des locataires, des copropriétaires dans un même immeuble, ça va pas très bien, hein? Ben, en fait, on touche là à la notion peut-être la plus fondamentale en droit de la copropriété, qui est celle, bien sûr, de la destination de l'immeuble. Parce qu'au départ, cette notion-là, qui est assez complexe, parce que non définie par la loi, est celle qui vous voulez, comment je dirais, si vous voulez faire une analogie, ce serait celle qui serait l'équivalent à l'échelle de la copropriété de ce qu'est une constitution ou une charte de droit à l'échelle d'un pays. Et les critères applicables en fonction de la destination de l'immeuble, c'est un peu, si vous voulez, l'ADN de l'immeuble au départ, le genre d'immeuble que les gens ont voulu au départ, a priori, quand la copropriété a commencé. Ouais. Alors, l'article 1056 du Code civil va dire que la déclaration ne peut pas contenir de dispositions qui affectent les droits des copropriétaires, sauf si c'est justifié par la destination de l'immeuble. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, ça va être ça dans chacune des copropriétés. Ça va être un cas d'espèce dans chacun des cas. On va dire, si jamais il y a contestation d'une réglementation, est-ce que la destination de l'immeuble permet cela ou pas? Ouais. Alors, dans le cas du Airbnb, de toute évidence, c'est de l'activité hôtelière. Et l'article 1063 du Code civil, toujours, oblige le copropriétaire et, par ricochet, bien sûr, le locataire, à respecter la destination de l'immeuble. Ouais. Donc, c'est un cas absolument clair ici de dérogation illégale à la destination de l'immeuble. Ouais. J'ai une auditrice qui pose la question suivante. Si la déclaration indique que la vocation de l'immeuble est résidentielle, le Airbnb serait considéré comme transaction commerciale car il y a échange d'argent. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour interdire l'activité? Pas nécessairement, non. Comme je vous dis, la seule affirmation dans la déclaration à l'effet que l'immeuble est résidentiel ou commercial ne suffit pas pour définir ce qu'est la destination de l'immeuble. Il y a eu un arrêt de la Cour d'appel qui est fondamental en droit de la copropriété, qui s'appelle l'arrêt Kilsey, qui, en gros, tranche dans ce qui était un débat doctrinal à l'époque, à savoir, est-ce qu'on a une conception stricte de la destination, c'est-à-dire précisément résidentielle, commerciale ou mixte, ou une compréhension étendue, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les éléments là, qui constituent l'identité ou l'ADN de l'immeuble. C'est la deuxième que la Cour d'appel a consacrée. Alors, dans ce cas-ci, il ne suffit pas que la déclaration dise que c'est résidentiel. Un exemple de ça, il y a une affaire qui a été plaidée devant la Cour supérieure, dans l'affaire Tessier, qui disait que la déclaration disait clairement que c'est résidentiel, mais dans les faits, on avait affaire à un immeuble de villégiature. Ah. Alors la location à court terme a été permise dans ce cas-ci, même si, malgré le mot résidentiel dans la déclaration. Est-ce qu'il y avait un conflit donc, entre les deux visions? Comme je vous dis, c'est qu'il faut lire plus loin que les termes seulement de la déclaration. Ouais. Donc, parlant de déclaration de copropriété, ceux qui veulent acquérir un condo auraient tout intérêt à lire les déclarations pour savoir si cette activité, n'est-ce pas, Sandra, est interdite? Oui, ça, c'est une chose quand on a des nouveaux copropriétaires, on envoie la déclaration de copropriété aux nouveaux copropriétaires, puis on leur suggère fortement
de lire la déclaration, chose que les gens le mettent dans la filière et les serrer, puis il faut toujours remémorer les règlements de l'immeuble. Oui. Et le copropriétaire devra aussi opposer en langage légal ce règlement de l'immeuble à son locataire, le cas échéant. Tout à fait. Avant, Si lui a communiqué, oui. C'est Si lui a communiqué. S'il Oui. a communiqué. Parce qu'évidemment, si c'est fait après la signature du bail, ça n'a pas les mêmes portées, je présume. Ben, c'est qu'en fait, si le copropriétaire ne communique pas, c'est le syndicat qui a l'obligation de le faire. Tout à fait. Voilà. À ce moment-là, c'est opposable à partir du moment où c'est communiqué. Alors, si le syndicat, par hypothèse, prend un mois avant de communiquer la déclaration, ben, elle n'est pas opposable au copropriétaire au locataire, pardon, durant le premier mois. Tout à fait. Alors, elle est opposable à partir du moment où on l'a présenté. Là. Okay. Oui. C'est ça. Donc, si le copropriétaire locataire ne le fait pas, bien que l'obligation lui revienne en premier, c'est pour ça que la loi permet au syndicat de le faire, là, pour s'assurer, bien sûr. Ouais. Donc, le copropriétaire doit le faire, et si le syndicat s'aperçoit que le copropriétaire ne le fait pas, doit l'aviser de le faire. S'il ne le fait toujours pas, le syndicat peut le faire à sa place. Voilà. Tout à fait. Si on veut interdire, une autre question d'une auditrice, si on veut faire interdire la location de type Airbnb dans une copropriété, peut-on tout simplement, puis c'est vrai, ça relève du gros bon sens, mais on sait que ce n'est pas toujours simple comme ça, peut-on tout simplement faire voter l'Assemblée et le tout est réglé? Sinon, que faut-il faire? Maître Abud? Ben, bon, d'abord, encore une fois, le problème n'est pas tant de le faire que de maintenir ce qui est fait en cas de contestation. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut voir d'abord, est-ce que la destination de l'immeuble justifie qu'on prenne une telle mesure? Ensuite, il y a l'article 1102 du Code civil là, qui dit que, en fait, je vais y référer directement puisqu'il a été modifié. Alors, l'article 1102 dit « Est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur de sa fraction ou à la destination de sa partie privative. » Et l'ancienne version de cet article disait « ou à l'usage qu'il peut en faire ». Donc, avant, on ne pouvait pas, on pouvait, si vous voulez, donner un cadre dans lequel le droit de location pouvait s'exécuter, mais on ne pouvait pas nier ce droit. Maintenant, les mots « et à l'usage qu'il peut en faire » ont été retirés. Alors, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences qui seront apportées à cette suppression législative, mais elle joue sans doute en faveur du syndicat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir d'abord dans votre déclaration où se trouvent les dispositions régissant la location des parties privatives. Ouais. Parce que si elles sont dans l'acte constitutif, dans la partie de la déclaration qui s'appelle acte constitutif, bien, à ce moment-là, il faut un vote de 75 % des voix présentes ou représentées à l'Assemblée. Ouais. Et il faut un acte notarié ensuite et publié au registre foncier. Donc, à ce moment-là, vous, en principe, vous avez la possibilité d'interdire ces locations à court terme. Si ça n'empêche pas la contestation, quelqu'un pourrait dire la destination de l'immeuble. L'immeuble tel qu'il a toujours existé ne permet pas qu'on fasse une telle restriction et alors la Cour pourrait décider de l'annuler. Et l'autre possibilité, bien sûr, qui resterait de contestation est à l'article 1103. Par exemple, si on pouvait prouver que le syndicat ou l'Assemblée des copropriétaires décide de faire ça pour vexer un copropriétaire en particulier, que c'est directement lui qui est visé et qu'on vise vraiment à lui nuire là, dans son activité de location, ça pourrait être une porte d'entrée dans une contestation. Alors, c'est pour ça que malgré le 75 % formellement exigé par la loi, j'essaierais en fait, de modifier la destination de l'immeuble en fonction de l'article 1098, donc 3/4 des copropriétaires représentant 90 % des voix, de façon à ce que la destination de l'immeuble elle-même empêche cette location à court terme. Donc, on est beaucoup plus solide dans ce cas-ci en cas de contestation. On a perdu Sandra de Marco en cours de route. Je présume qu'elle va revenir. Elle va nous revenir éventuellement. Elle doit tenter de se reconnecter. J'en profite pour
informer les auditeurs qu'ils peuvent aller sur le site condolégal.com, notamment consulter une fiche pratique dans la section Vos droits. À la page, vous allez dans la page d'accueil, vous faites Vos droits, dans fiche pratique Vos droits, et vous descendez et vous voyez l'allocation de type Airbnb. Alors, c'est une fiche pratique très détaillée. Je suis revenue, Oui, excusez-moi. bonjour Sandra, très heureux de vous revoir. On a eu une panne de courant. Je C'est m'excuse. vrai? Bon. Alors, vraiment. Et dans cette fiche pratique, vous avez évidemment l'introduction et toutes les capsules pertinentes, respecter le règlement de l'immeuble, être conforme à la loi, assurance, droit et recours, municipalité et zonage, fiscalité. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et là, ici, vous pouvez aussi également consulter une nouvelle d'un copropriétaire de Québec qui a été condamné à payer quelques 15 000 à son syndicat, fruit d'une décision rendue par la Cour du Québec. L'homme en question louait son édition des petites créances. L'homme en question louait son unité à court terme en contravention avec sa déclaration de copropriété. Et ça, si vous voulez le voir, vous allez dans l'engin de recherche et vous faites Airbnb et ça va vous amener à la nouvelle. Ici, Airbnb coûte 15 000 à un copropriétaire. Donc, et je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en rediffusion ici sur la page d'accueil de condolégal.com. Vous cliquez sur la bannière Regardez condolégal.com en web radio et toutes les émissions précédentes sont accessibles, disponibles pour le plus grand bien de tout le monde. Alors, je tenais à vous le dire. Donc, on revient à nos invités. Rebonjour Sandra. Alors là, vous étiez vous êtes en rectangle maintenant, vertical. C'est bien, c'est bien. On vous voit d'un peu plus loin, mais on vous voit bien quand même. C'est bien. Ben, je suis sur mon téléphone parce qu'on a une panne de courant et mon Internet a tombé. Fait que le courant est revenu, mais pas l'Internet. Alors, je suis sur mon téléphone. C'est très bien. Vous avez assez de charge pour faire une autre demi-heure. La batterie est bonne. Oui. Ça, il n'y a aucun problème. Sandra, l'allocation de type Airbnb, êtes-vous d'avis que ça ouvre la porte à des litiges par définition parce que c'est une activité controversée qui n'a pas la cote nécessairement auprès de tous les propriétaires, de tous les syndicats de propriétaires. Est-ce que vous constatez que c'est une situation, que c'est une activité qui crée des situations litigieuses? Oui, parce que la majorité des gens qui font du Airbnb ne sont pas des copropriétaires qui vont habiter, ils vont utiliser leur condo comme une source d'argent. Un investissement, c'est des investisseurs. Fait que les copropriétaires ne maintiennent pas la copropriété, leurs locataires ne font pas attention, alors vont abîmer des murs, vont abîmer le condo. Alors, c'est vraiment litigieux considérant les gens qui vivent là à temps plein ou qui utilisent leur condo pour, surtout dans les villégiatures, comme lieu de repos. Ils viennent dans le nord la fin de semaine pour se reposer et pas pour entendre de la musique jusqu'à 2 heures du matin et avoir du monde va-et-vient dans les corridors. En fait, on parle de locataires, mais le Code civil a été modifié récemment aussi de façon à étendre de beaucoup l'usage du mot occupant pour être sûr que les règles sont applicables non seulement à quelqu'un qui est locataire au sens de la loi, c'est-à-dire signataire d'un bail suivant le modèle de la Régie du logement, mais bien un occupant en fonction de quelque entente d'occupation que ce soit. Ouais. Oui, Sandra, vous alliez dire? Oui, exactement. C'est exactement ça. Sandra, donc, vous êtes gestionnaire de copropriété, comme je disais tout à l'heure, vous avez fondé la compagnie Gestion Les Monts. Vous couvrez un territoire vaste là, de Saint-Adèle à Brossard. C'est quand même assez grand. Si on regarde la carte, ça couvre quand même une superficie assez grande. On dit que souvent, les déclarations de copropriété ne sont pas respectées. Alors, il y a des déclarations de copropriété qui l'interdisent et les copropriétaires qui ne respectent pas la déclaration et qui font de l'allocation de type Airbnb. Qu'est-ce qu'on fait avec ces copropriétaires délinquants? Bien là, avant, fallait qu'on fasse des règlements pour interdire le Airbnb avec des pénalités. Alors, il y a des pénalités ascendantes, que la première journée, c'est 50 $, la deuxième, c'est 75 et on monte 150. C'est la façon d'essayer d'arrêter ça.
il y a des gens qui contreviennent pareil et continuent à le faire de façon cachée, détournée, dire à leurs personnes qui vont louer, dites-leur que vous êtes mes cousins ou vous êtes ma parenté, des amis, pour essayer de contourner. Et ça, c'est difficile d'avoir la vraie version, à moins que, comme je donnais l'exemple auparavant, que la personne louait à une famille qui venait du Belgique, l'autre semaine, c'était de la France, puis 2 semaines plus tard, c'était des Chinois. Bien difficile de dire que c'est de la famille, mais ça, c'est courant. Donc, quand on parle des investisseurs étrangers, il y en a plusieurs investisseurs étrangers qui vivent très loin, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit ailleurs dans le monde. Il y a des investisseurs étrangers de partout qui achètent des condos au Québec et qui font de la location de type hôtelière sans contrôler vraiment ce qui se passe. Alors là, ça revient, le fardeau revient au syndicat de propriétaires, au CA, aux gestionnaires de copropriété, parce que c'est important de dire aux auditeurs, le gestionnaire de copropriété exécute les mandats donnés par le conseil d'administration et conseille et agit également comme un Écoutez, rôle. j'ai même vu dans un dossier, je suis certain que ce n'est pas courant, là, malgré l'interdiction de location à court terme, où le gestionnaire faisait de la location à court terme, servait d'intermédiaire pour faire des locations à court terme. C'est vrai? Alors, à mon sens, la meilleure façon de combattre ça est de faire en sorte que malgré le paiement des assurances, la location, des pénalités, pardon, la location à court terme ne reste pas rentable. Et c'est pour ça que de plus en plus dans les copropriétés, on voit des pénalités à 1 000 $ par jour, point. C'est beaucoup. C'est ça. À ce moment-là, ça ne peut plus être rentable dans ce temps-là et on peut aller les réclamer jusqu'à un certain point à la division des petites créances. Donc, c'est sûr que ça freine beaucoup les ardeurs des gens. Ouais. Donc, Maître Abud, c'est ça, la clause pénale est un argument de taille pour convaincre les délinquants et comment dirais-je, c'est un moyen coercitif parce que dès qu'on parle d'argent, tout le monde s'intéresse, tout le monde est intéressé tout à coup, tout le monde s'intéresse à ça. Si on interdit mais qu'il n'y a aucune sanction, bien évidemment, ça n'a pas tellement d'effet. Mais dès qu'on parle d'argent, là, on interpelle les gens, on suscite la curiosité et l'intérêt. Mais la clause pénale, dans le fond, c'est un outil qui devrait faire partie, qui devrait être inclus dans toutes les déclarations de copropriété. Sauf qu'aujourd'hui, la clause pénale ne peut plus être mise dans le règlement de l'immeuble, doit être mise dans le. C'est pas l'acte constitutif ou la destination, c'est l'acte constitutif, c'est ça? C'est ça. Parmi les dernières réformes du Code civil, il est clairement indiqué, il me semble dans l'article 1053, que dans la clause pénale fait partie de l'acte constitutif. Donc, la modification de l'acte constitutif pour y inclure une clause pénale doit suivre les exigences, bien sûr, de l'article 1097, 75 % des voix présentes ou représentées à l'Assemblée, suivi d'un acte notarié publié au registre foncier. Oui. Donc, mais c'est plus difficile, là, de créer une clause pénale dans l'acte constitutif que dans le règlement de l'immeuble parce que beaucoup moins difficile que sous l'ancien article 1097, qui, juste pour mémoire, disait qu'il fallait une majorité en tête de copropriétaires représentant 75 % des voix de toute la copropriété. Exact. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant. Là. De l'intégrer dans l'acte constitutif. D'obtenir les voix nécessaires, si vous voulez. Obtenir les voix nécessaires. Est-ce que c'est pas, parce qu'on disait aussi que parfois les conseils d'administration appuient fort sur le crayon en termes d'amende, de montant d'amende imposé. Est-ce que c'est raisonnable de dire je vous impose une amende de 500 $ par jour si vous faites de la location de type hôtelier alors que c'est interdit? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? En fait, dans ce cas-ci, ça devient une question de procédure interne. C'est-à-dire que si on a un règlement qui dit 1 000 $ par jour et que ça se limite à ça et que tout le reste devient une question d'arbitraire de l'administrateur, vous êtes sûr que vous risquez de vous faire rabrouer en cours. L'idée, c'est d'exclure précisément toute question d'arbitraire et à ce moment-là, établir une procédure claire suivant laquelle le copropriétaire sait exactement à quoi s'en tenir plus ça avance dans le temps. Comme ça, lorsqu'il reçoit sa pénalité, il n'y a pas de surprise. Là.
On ne peut pas dire « je ne le savais pas, je n'étais pas averti ». Alors, généralement, on pourra commencer par un avertissement écrit et dire si à telle date ça se continue, bien, Exactement. voilà, à partir de telle date, on vous charge 1 000 $ par mois jusqu'à ce que cesse la location. De location. Et d'un autre côté, Sandra, si les amendes ne sont pas assez élevées, ben, le propriétaire délinquant se dit ça me coûte pas cher, ça me coûte moins cher d'amende que ce que je génère comme revenu en location de type Tout hôtelière. à fait. Donc, hein, il faut être Tout à fait. donc il faut y aller, il faut saler un peu, il faut saler pour avril, hein? Exact. Est-ce que Sandra, comment? Oui, je dis c'est exact. Sandra, j'aime bien les cas de figure. Est-ce que, en tant que gestionnaire de copropriété, vous avez dû imposer des amendes? Parce qu'il faut dire aux auditeurs que le gestionnaire de copropriété, c'est un peu comment dirais-je, l'intermédiaire entre le conseil d'administration et les copropriétaires. Il y a des copropriétés qui disent, bon, on a un gestionnaire, tous les copropriétaires qui ont des choses à adresser, qui ont des demandes à faire, qui ont des plaintes, qui ont, je ne sais trop, appelez le gestionnaire. Donc, le gestionnaire se retrouve avec le fardeau là, Tout à de fait. gérer tout ça. Comment ça se Tout à passe, fait. Sandra, dans le feu de l'action, quand vous devez dire à un copropriétaire, écoutez, là, vous nous devez 1 000 x 7 parce que vous avez fait 7 jours, vous êtes adonné pendant 7 jours à une activité illégale de location de type hôtelière. Comment c'est reçu, ça? Bien, je peux vous dire que présentement, on a un cas qui est en attente aux petites créances pour 7 000 Ah bon? une personne qui a continué à faire de la location, même après 2, 3 avis, 2, 3 pénalités. On est allé, maintenant, le condo est vide parce qu'il est à vendre, mais on est en attente d'aller aux petites créances pour 7 000 pour un copropriétaire qui continuait de faire du Airbnb pendant quelques mois. Sandra, j'aimerais revenir sur la profession de gestionnaire de copropriété par rapport à une activité illégale de type Airbnb. Le gestionnaire, lui, c'est comme dirait l'autre, c'est lui qui va au bat, hein. C'est lui qui s'adresse aux Oui, copropriétaires délinquants, c'est lui qui va au front, qui va à la guerre et qui engage le combat à la place d'un conseil d'administration. Est-ce que ça, c'est un argument? Je pense que c'est un argument de taille pour convaincre des syndicats de copropriétaires de faire appel aux gestionnaires de copropriété sans faire de publicité, parce que le travail d'un conseil d'administration, c'est lourd, c'est souvent ingrat, et si en plus d'administrer, les administrateurs qui travaillent, qui ont des emplois, doivent en plus aller au bat, comme dirait l'autre, et s'engager dans une guerre à n'en plus finir avec des copropriétaires, ça peut devenir très lourd. N'est-ce pas, Sandra? oui, c'est ça. Exactement. Et nous, on est comme le tampon entre le copropriétaire et le syndicat de copropriété, qu'on est, on est au front pour faire appliquer les règlements et se faire suivre les règlements aux copropriétaires. Et on enlève tout ce fardeau-là au syndicat, c'est nous qui assumons. Voilà, puis et mettre à but tout de suite après. Et on dit que le fait d'avoir le tampon, le gestionnaire comme tampon, le gestionnaire est perçu comme la personne qui sait. Et c'est plus crédible parfois. Est-ce qu'on se trompe en disant ça? Quand vous voulez dire qu'il sait Non, quoi au juste? Ben, c'est-à-dire que le gestionnaire est comment dirais-je, est la personne qui connaît le domaine et quand le gestionnaire dit quelque chose, c'est mieux reçu parce que le gestionnaire est perçu comme une personne qui s'y connaît dans le domaine de la copropriété. Parfois, c'est plus convaincant que si l'administrateur directement s'adresse au copropriétaire. Est-ce que je me trompe? Je ne saurais dire. C'est sûr qu'ils ont plus d'habitude Ouais. de gérer ce genre de cas-là, mais il faut faire attention ici de ne pas aller jusqu'à la pratique illégale du droit. Oui, c'est ça. Non, non. Dans ce sens-là, non. Non, non. On s'entend, le droit, c'est l'affaire des avocats. C'est clair. Mais regardez, oui, c'est sûr que dans leur pratique, ils n'ont pas le choix que de connaître les bases fondamentales. Mais pour revenir à votre question antérieure, comment c'est reçu lorsque les pénalités sont réclamées? Ce qui peut arriver, parfois, c'est des cas de personnes qui louent de bonne foi leur logement pour 1 an et ils se ramassent c'est le locataire qui fait des sous-locations à court terme. Ouais. Mais les pénalités sont exigées du propriétaire. Et à ce moment-là, c'est là que
ça fait plus mal, disons. Maître Abud, justement, le locataire qui a loué pour un bail d'1 an et qui s'adonne à la location de type hôtelière, Oui. est-ce que le CA et le gestionnaire peut s'adresser au locataire directement si le propriétaire refuse de le faire? Bien, en fait, à ce moment-là, ça devient l'article 1079 du Code civil, en ce sens que la réglementation étant opposable au locataire, s'il refuse de s'y conformer, bien, on peut aller devant les tribunaux, devant la Régie du logement et demander la résiliation du bail et Ouais, l'expulsion du voilà. locataire. Maître Abud, une autre question d'une auditrice. Les clauses pénales qui ont été votées avant le changement, là, avant le transfert du règlement de l'immeuble à l'acte constitutif, Oui, sont-elles, même si elles ne sont pas dans l'acte constitutif, sont-elles toujours valides? oui, absolument. Mais elles sont présumées faire partie du règlement de l'immeuble, de l'acte constitutif, pardon, même si physiquement elles se situent ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, est un principe d'interprétation, si vous voulez, des contrats applicables quand même, en ce sens que, juste à titre d'exemple, les pouvoirs du conseil d'administration, c'est toujours établi dans l'acte constitutif. Alors, si un syndicat décide à un moment donné qu'il modifie, qu'il donne un pouvoir nouveau au conseil d'administration dans son règlement, ce n'est pas parce que c'est physiquement placé dans le texte, dans la partie du texte qui s'appelle règlement, que ça devient du règlement de l'immeuble pour autant. Alors, on s'entend bien que la nature même de ce qui est prévu dans le texte décide à quelle partie de la déclaration il appartient, indépendamment de sa situation imprimée, si vous voulez. Ouais. Alors, évidemment, on parle de la location de type hôtelière en termes plus ou moins glorieux et positifs, en termes négatifs depuis le début de l'émission, parce qu'effectivement, c'est un phénomène qui dérange énormément. Mais il y a aussi des copropriétés où ça fonctionne très bien, Sandra, non? Dans mes copropriétés, non. Aucune? Non, non. Maître Abud, est-ce qu'il y a des copropriétés où ça se passe bien? Ben, en fait, il y a des copropriétés qui sont conçues pour ça. Ouais. À ce moment-là, vous avez un syndicat de copropriétaires, mais la copropriété est constituée de façon à ce qu'il y ait un gestionnaire qui s'occupe uniquement de louer les appartements et qui remet ensuite les revenus aux copropriétaires. C'est vraiment conçu pour ça, là, pour fin de villégiature. Et à ce Ouais. moment-là, il n'y a pas de problème, évidemment. C'est lorsqu'on mélange, bien sûr, le résidentiel avec on y inclut, si vous voulez, un élément qui est totalement intrusif, là, tant au plan légal, je dirais, qu'au plan de l'habitation des lieux. Là. Parce que clairement, les gens qui s'en vont là n'ont aucun souci de respecter les règlements et du bien-être des autres Ouais. occupants qui sont propriétaires. Maître Abud et ensuite, Sandra, j'aimerais vous entendre sur la question de l'assurance, parce Oui, qu'un copropriétaire qui le fait et qui est conforme et qui le fait en toute légalité et qui respecte la loi sur la location de type hôtelière doit prévenir son assureur. Sinon, il se passe quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer si, par exemple, regardez, non seulement il doit prévenir son assureur, mais le nouveau règlement exige qu'on ait une assurance responsabilité civile de 2 millions. Ouais. Alors, on ne peut pas ne pas prévenir son assureur. Mais si à la rigueur, on le faisait, ben, il y a l'article 2466 du Code civil, de toute façon, qui oblige l'assuré à déclarer à son assureur tout ce qui pourrait constituer comment dirais-je, une augmentation du risque par rapport à la protection, ouais. par rapport à la couverture. Et bien sûr, si ce n'est pas déclaré et qu'un sinistre survient, ben, il risque de se faire nier couverture. Il pourrait Il n'y avoir a pas seulement ça, mais il faut comprendre qu'à l'interne, à l'échelle du syndicat, les risques sont grandement augmentés aussi. Donc, ça augmente les charges. Si le syndicat décide d'accepter que ce genre d'activité se déroule dans son immeuble, bien, à ce moment-là, il faut lui-même qu'il avertisse son assureur. Et les coûts vont augmenter en conséquence. C'est énorme, les augmentations. Est-ce que ça peut avoir, Sandra, et après Maître Abud, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la valeur de revente d'un condo? Si vous êtes. Hein, oui? Tout à fait, parce que il y a le sentiment que on perd la valeur du condo parce qu'on perd la quiétude, l'assurance que le copropriétaire va avoir
de rentrer dans ce condo-là et d'avoir une quiétude, une sécurité, en sachant qu'il y a du va-et-vient. Fait que oui, c'est sûr que ça peut avoir une incidence sur la valeur de revente. Alors, Maître Abud, une copropriété là, qui ne fait pas respecter le règlement de l'immeuble dans le cas où cette activité de location à court terme est interdite et qui traîne une réputation de ne pas faire respecter le règlement de l'immeuble, un jour ou l'autre, le copropriétaire qui veut vendre son unité perd en raison d'une indiscipline. Est-ce qu'il peut dire au syndicat, là, vous me devez de l'argent parce que vous me faites perdre de la valeur de revente? Ben, théoriquement, oui, mais je n'ai pas connaissance de cas dans lequel ça s'est rendu devant les tribunaux. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il faut qu'il établisse quelle est cette baisse de valeur par rapport à ce qu'elle aurait été, là. Donc, il faut faire intervenir un évaluateur agréé, forcément. Et je ne suis pas certain là, qu'ils aient les paramètres nécessaires pour établir cette baisse de valeur-là en fonction de la problématique de la location à court terme. Donc, ça reste une situation vraiment tout à fait hypothétique là, sur laquelle je ne pourrais pas m'avancer plus. Là. Et qu'est-ce que les copropriétaires peuvent faire dans le cas où les administrateurs ne font pas appliquer le règlement, ne font pas respecter le règlement? Bien, le premier recours, c'est de destituer le conseil et d'en mettre un autre qui, lui, va mettre ses culottes pour parler en bon français. Ouais. Et si ça ne fonctionne pas, ben, il y a un sérieux problème là, au niveau de la copropriété elle-même. Là. C'est ce genre de choses qui risquerait d'arriver dans une petite copropriété où il y aurait peut-être peu de copropriétaires qui seraient désireux de participer à l'administration de l'immeuble. Alors, c'est à l'interne que la solution d'abord se trouve. Ouais. Ensuite, on peut aller devant la cour si jamais le conseil est empêché d'agir là, en raison, par exemple, d'un membre de celui-ci qui causerait des blocages ou des choses comme ça. Il y a un nouvel article, là, je vais vous le trouver, 1086.2, il me semble. On ne le sait pas encore par cœur, qui permet, mais ça, c'est en cas, si un administrateur, si vous voulez, c'est lui-même qui met des bâtons dans les roues. Là. Ouais. Alors, 1086.3. Ouais. Outre les règles prévues à l'article 341, si les administrateurs ne peuvent, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique d'entre eux, agir à la majorité ou selon la proportion prévue, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'un copropriétaire, prendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances. Oui, tout à fait. Sinon, ouais. L'injonction suivant 1080. Parce que un copropriétaire délinquant, c'est une chose, mais le mettre au pas, c'en est une autre. Il peut s'écouler une certaine période avant qu'on y parvienne. Hein? Exact. Alors, l'article 1080, voyez-vous, l'injonction en matière de copropriété est ouverte aussi aux copropriétaires qui pourraient à ce moment-là poursuivre directement en injonction le copropriétaire délinquant. Ouais. Une auditrice nous fait le commentaire suivant. Chaque année, lors du renouvellement de l'assurance, on me pose la question, y a-t-il des locataires ou Airbnb? C'est un grave problème. Et c'est vrai que les assureurs veulent savoir le ratio de locataires par rapport au nombre de copropriétaires parce que passé un certain nombre, là, le risque assurable augmente, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, absolument. Et on sait que les gens qui ne sont que de passage n'ont pas les mêmes préoccupations que ceux qui sont des propriétaires occupants. Oui. Est-ce qu'on a vu, Sandra, des assureurs dire, nous, on ne couvre pas la location de type Airbnb, même si c'est permis dans la copropriété, puis que ça se fait correctement? Ça, je ne pourrais pas la répondre parce que la majorité de mes copropriétaires, la totalité ne font plus de Airbnb, mais dans la location, on a passé un certain pourcentage, il y a des surprimes pour les locataires. Alors, mais de côté Airbnb, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai plus. Et on sait que... Oui, Maître oui, vraisemblablement, une fois que les nouvelles dispositions du nouveau règlement seront vraiment appliquées de façon généralisée, il me semble que les assureurs devraient à ce moment-là demander les preuves d'assurance des copropriétaires suivant ces nouvelles dispositions là, qui exigent 2 millions. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ce sont le syndicat lui-même
serait obligé de souscrire lui-même une assurance plus élevée. C'est une possibilité, mais ils auront au moins les outils en main pour déterminer et évaluer les risques. Parce que, Sandra Marco, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est que maintenant, la plupart des copropriétés que vous gérez ne permettent plus Airbnb, c'est ça? Ou en fait, J'ai une copropriété qui donne la possibilité de louer 6 fois par année. Le terme, il n'y a pas de terme. Alors, ils peuvent louer une fin de semaine, c'est considéré comme une fois, ils peuvent louer 2 semaines. Mais c'est la seule que j'ai qu'on pourrait considérer comme Airbnb. Parce qu'on sait que les assureurs sont devenus très frileux. Il y a de moins en moins d'assureurs qui veulent assurer les syndicats de propriétaires. Plusieurs syndicats, en fait, plusieurs. Les syndicats de propriétaires sont de plus en plus nombreux à éprouver des difficultés avec leur assureur, soit que l'assureur abandonne le syndicat parce qu'il y a trop de réclamations. Donc, évidemment, si un syndicat renouvelle son contrat, est-ce qu'il peut se faire dire par l'assureur, écoutez, on ne renouvelle pas le contrat parce que vous faites du Airbnb où il y a trop de locataires? Est-ce que ça peut arriver, ça, Maître Abud? Regardez, comme vous le dites, là, C'est dans la spéculation pure, là, je pourrais pas c'est sans doute un représentant des assureurs là, qui serait le mieux placé pour vous répondre à ce sujet-là. Oui, ouais, tout à fait. Alors, Sandra, tout à l'heure, on parlait des copropriétés où les activités de type hôtelière créent toutes sortes de problèmes. Par exemple, des stationnements intempestifs, des touristes qui se stationnent dans les stationnements privés, dans les stationnements pour visiteurs, des touristes qui utilisent la piscine et qui sont à peu près 12, 15 dans la piscine, alors qu'il y a un certain nombre. Oui. Est-ce que vous voyez ça souvent? Est-ce que vous avez vu ça souvent? Oui, bien, dans la copropriété que je vous parlais ou que je vous donnais l'exemple qu'on a interdit, le maximum dans la piscine, c'est 5 visiteurs ou qui peuvent être avec un copropriétaire. Mais si on a un Airbnb puis ils sont 12, bien, ils prennent la place de tout ce qui est, toutes les chaises, les tables. Alors, oui, c'était flagrant dans ce cas-là. Puis oui, dans les places où on avait au début, quand Airbnb avait sorti, oui, il y avait des stationnements qui utilisaient n'importe quelle place de stationnement. Les places de stationnement de visiteurs, il n'y en avait plus disponibles. Oui, c'était un problématique au début, oui. Parce qu'en principe, dans les copropriétés où c'est accepté, bien, ça implique forcément tout un volet nouveau de gestion là, par le syndicat lui-même, là, qui doit tenir un registre des gens quand est-ce qu'ils arrivent et repartent et tout ça. Alors, c'est sûr qu'il y a une augmentation de frais de ce côté-là là, qui est inévitable si on veut garder au moins un certain contrôle sur ce qui se passe. Ouais, parce qu'on ne peut pas juste accepter que ça se passe et qu'il n'y ait pas de conséquences au plan administratif pour le syndicat. Oui, et sans faire de publicité pour les gestionnaires, évidemment, c'est une charge accrue pour les administrateurs, ça, qui n'ont pas de gestionnaire ou doivent le faire eux-mêmes. C'est une charge qui s'ajoute à toutes les autres qui leur incombent. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une charge énorme de faire la gestion d'une copropriété hebdomadaire, en plus de rajouter le volet Airbnb sur la charge. Ça devient un gros fardeau. Et justement, je posais la question tout à l'heure, là, est-ce que des assureurs refusent de couvrir des syndicats qui permettent la location de type hôtelière? Une auditrice nous dit, pour répondre, notre assureur refuse la couverture du Airbnb. Donc, c'est réglé. L'assureur dit non. Alors, si cette activité a quand même lieu, là, et qu'il y a des complications, qu'il y a des sinistres, là, ça peut devenir sérieux. Là. Oui, parce qu'il faut voir si la couverture de 2 millions, qu'en principe aurait le copropriétaire, couvrirait tous les dommages, incluant ceux qui seraient faits aux parties communes. Oui, parce que si on est dans un immeuble de 50 millions, de 75 millions, 2 millions, c'est vite passé. Hein? Voilà. Donc, évidemment, on est dans une période un peu plus tranquille à cause de la COVID-19. J'imagine qu'il y a eu moins de locations de type hôtelière depuis quelque temps. Est-ce que je me trompe? Il y en a eu, je ne pourrais pas dire.
Moi non Sandra, est-ce que ça... moi non plus, parce que comme je vous dis, nous, dans la majorité de nos copropriétés, Il y en a plus. il n'y en a plus. Il y en a Alors, mais j'ai entendu que oui, dans certaines régions, étant donné que les gens ne pouvaient pas voyager à l'extérieur, on louait Ah oui, autos. ça a augmenté le tourisme local, donc les gens qui ont loué. Exactement. Mais dans mon cas, moi, je pourrais pas vous dire. Moi, ça l'a pas. Ça n'a Ça pas m'a eu pas d'incidence. touché. Dans les Laurentides, on disait, Sandra, aussi qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, par exemple, corrigez-moi si je me trompe, la municipalité, les élus ont décidé de permettre la location, mais genre de type hôtelière, dans un ratio de 1/10. C'est-à-dire 1/10 ou 1/12 résidences. Est-ce que c'est un phénomène répandu, ça, ou c'est propre à Ben, chaque municipalité? je peux vous dire qu'à Saint-Sauveur, le villégiature pour Saint-Sauveur est inclus autour de la station de ski Mont-Saint-Sauveur. Aussitôt qu'on sort de la zone de Saint-Sauveur, ce n'est pas permis. C'est minimum 4 mois. Piémont, c'est la même chose, 4 mois. Saint-Adèle, c'est 4 mois. C'est juste autour des attractions touristiques centre de ski que c'est permis en bas du 4 mois. Mais Ouais. sinon, c'est 4 mois dans le village parce que je peux vous donner l'exemple ici à Saint-Sauveur. Il y avait des gens qui louaient leur maison sur une rue résidentielle pour des fins de semaine, puis c'était les gros parties. Alors, la municipalité a décidé d'interdire. Ouais, tout simplement. Même dans les condos qui ne sont pas autour de la piste de ski, ne peuvent pas faire de la location à court terme. Donc, la location de type hôtelière, c'est un problème qui demeure entier. C'est une activité très impopulaire en copropriété. Hein, je ne me trompe pas. Tout à fait. Tout à fait. Du moins pour ceux qui sont propriétaires depuis longtemps. Ceux qui sont Oui. propriétaires depuis longtemps. D'ailleurs, un auditeur nous dit dans les Laurentides, ça répond à ma question, les touristes sont venus en masse cet été. Oui. Comme ils sont venus en masse en Gaspésie puis ailleurs, effectivement, on a remarqué que le tourisme, l'économie locale, ça a peut-être été bon pour l'économie locale, remarquez bien. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Très intéressant. Nous étions en compagnie de Maître Serge Abud, avocat en droit de la copropriété chez LJT, au cabinet LJT, et Sandra DeMarco, fondatrice de l'entreprise, j'ai un blanc de mémoire, Sandra, aidez-moi. Gestion Lémont. Gestion Lémont, pardon. Gestion Lémont, un peu fatigué aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est François Sellier qui vous parle pour une autre web radio, toujours les mercredis à 19h. Donc, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Merci infiniment. À très bientôt. Merci à nos invités. Au revoir. Merci. Merci. Bonsoir. Au revoir.